Alors, la scénographie, c'est ce qui fait le lien entre les œuvres et le public, ou les publics, on va dire. Et après, il faut une trace. La trace, vous la nommez tout à l'heure, c'est le catalogue. C'est la raison pour laquelle, évidemment, à chaque exposition, il y a toujours, on va dire, à chaque inauguration, au moins 2 catalogues. Ça, j'imagine que vous y êtes attaché. Ça sous-entend de collaborer aussi, là, avec des historiens. Vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas historienne, même si vous publiez quantité de catalogues. Je ne sais pas combien de mètres linéaires depuis que vous êtes ici. Je sais pas, je pense que j'ai fait 150 expos au moins, je ne sais pas. Et donc, ça sous-entend aussi là, de collaborer, j'imagine, avec des auteurs. Il vous arrive aussi de solliciter les auteurs, d'envoyer des auteurs pour aller échanger avec les artistes. Ça peut être à Paris, mais ça peut être aussi à l'autre bout du monde. Bon, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que l'artiste, pour les artistes contemporains, la façon dont on commence à travailler le catalogue, c'est lui demander, alors, qui vois-tu qui pourrait travailler, parler de ton travail ou d'une partie spécifique de ton travail? Et on fait un sort de brainstorming qui dure parfois quelques mois, quelques semaines. Et quand on a déjà défini comment on imagine les catalogues et on a fini cette brainstorming, on commence à s'approcher des auteurs. Expliquer, voilà, on fait une exposition ici, on va présenter telle œuvre et on aimerait que vous attaquiez sur ce sujet-là, l'autre sujet-là, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une façon aussi, effectivement, vous dites, c'est ce qui reste, mais c'est ce qui reste pour l'artiste, ce qui reste aussi pour l'institution. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui reste aussi pour les chercheurs, sachant qu'il y a une part recherche, comme aujourd'hui dans l'essentiel des centres d'art constitués. Cette recherche, elle est aussi visible au travers notamment des multiples conférences. Et vous faites beaucoup de tables rondes aussi, surtout des tables rondes? Oui, on fait plein d'activités. On a un auditorium qui n'est pas énorme, il y a un auditorium de 90 places, mais qui est toujours en activité. Et on fait des activités qui sont liées aux expositions, mais aussi des activités qui n'ont rien à voir avec les expositions, c'est-à-dire qu'on a traité des sujets comme par exemple les séries, le film, la nouvelle télévision. On a fait des rétrospectives cinéma, c'est-à-dire avec des auteurs, de James Benin, d'autres. On fait plein de tables rondes, des discussions, des conférences, des séminaires. Mais aussi, on a toute une partie de formation des enseignants. C'est-à-dire que les enseignants viennent ici pour se former à l'image, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important quand on travaille avec les écoles. Et on fait aussi un cours de formation pour les adultes, cours de formation aux arts visuels. C'est-à-dire que notre auditorium, il est petit, mais bien utilisé. Alors, ce que vous évoquez, les enseignants, l'aspect formation, justement, d'une institution comme celle-là, tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la médiation culturelle. C'est quelque chose aujourd'hui qui est obligatoire, qu'on peut faire évidemment avec plaisir, mais on y est aussi contraint. On ne peut pas envisager un centre d'art comme celui-là sans cette part médiation culturelle. Ah ben, je ne comprendrais pas la mission, oui. Parce que ce n'est pas que montrer des choses sur le mur. Autrement, c'est vide. Bah, l'idée, c'est toujours d'avoir cette complicité avec le public de tout âge. Et cette médiation, ce que vous appelez médiation, que effectivement, c'est un mot un peu compliqué, mais qu'on l'utilise parce que voilà, comme ça, on finit. Mais je pense que c'est l'institution elle-même qui est médiation entre les artistes et les publics. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de publics, il n'y a pas un seul public. Je déteste quand on parle de grand public, ça n'existe pas pour moi. Il y a plusieurs publics, plusieurs intérêts. Et en fait, cette médiation, ça veut dire que nous, on est en train de travailler avec des écoles, avec les enseignants, on travaille aussi avec des classes, parce que ce n'est pas une école, c'est avec des classes, et cette classe, elle va faire un travail spécifique. Et on travaille avec toute la programmation de l'année, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des écoles qui arrivent ici d'une façon, je dirais, plutôt sporadique, spontanée. Mais nous, on passe des accords avec des classes pour qu'ils suivent toute la programmation depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin, pour que justement cette histoire qu'on est en train de créer, exposition après exposition, soit visible pour les enfants et pour les enseignants. Quand je parle des adultes, c'est pareil. C'est-à-dire que là, maintenant, on fait de plus en plus des rencontres qui sont beaucoup plus confidentielles, qui se passent dans les salles de temps en temps, ou en bas, à l'auditorium, ou ici, à l'espace éducatif.
on fait des présentations des livres, des ouvrages. C'est-à-dire qu'il y a toujours des activités pour que justement le Jeu Paume soit un lieu vif et pas un lieu d'exposition un peu, voilà. Et d'ailleurs, c'est l'espace dédié plutôt au jeune public, on va dire, qui est juste derrière nous, où j'imagine il se passe beaucoup de choses. Quand on parle des publics, puisque vous avez raison, qu'est-ce que ça veut dire grand public? C'est le public, ou les publics plutôt d'ailleurs que le... Le pluriel, oui. Oui. Voilà. J'imagine qu'une institution comme celle-là se doit de maintenir ces publics, d'élargir. Alors là, j'imagine qu'il y a toute la part communicationnelle qui est évidente dans un lieu comme celui-là. J'imagine qu'il y a l'affichage, il y a Internet, il y a les rencontres, il y a tout ça, quoi. Aussi, et aussi, il y a des partenariats avec d'autres institutions. Parce que ça, c'est important. C'est-à-dire que, du coup, bon, telle exposition, il y a une exposition ici à l'Orangerie, par exemple, qui fait écho à peut-être une exposition ici au Jeu Paume, par hasard. Et alors, voilà, on se rencontre et on dit, bah, est-ce qu'on peut faire, par exemple, une billetterie combinée? Est-ce qu'on fait des visites combinées les unes les autres? Est-ce qu'on peut amener notre groupe de, je sais pas, de samedi, faire une petite visite ici et puis sauter à l'Orangerie pour justement faire les liens? Quand je dis l'Orangerie, ça peut être Pompidou, ça peut être Musée d'art décoratif, les Balles, le Palais Tokyo. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est toujours de... Paris, c'est un lieu magnifique, il y a plein d'institutions culturelles, plein de musées, des centres d'art, et le fait d'essayer de travailler un peu en résonance, c'est quelque chose de magnifique. C'est pour ça qu'il existe des organisations comme le réseau TRAM, qui est ce réseau qui, justement, essaye de fédérer les centres d'art dans l'Île-de-France, mais justement pour que les publics se mélangent, en fait. Ouais, c'est très important ce réseau tram avec son tour de bus. J'imagine que vous êtes sur le parcours où on passe de lieu à lieu très différents, mais en même temps, il peut y avoir des résonances et parfois comme ça qui se font naturellement. Ça sous-entend aussi d'avoir une présence en dehors des murs. C'est-à-dire que j'imagine qu'il arrive aussi non pas simplement de faire tourner des expositions ou de faire un travail de billetterie commune, mais peut-être même d'avoir parfois des présences de jeux de paume hors les murs en France ou ailleurs. Oui, nous on a un partenariat depuis longue date déjà, depuis 2009-2010, avec le château de Tours, avec la mairie de Tours. Il s'avère que Tours, ils ont un château magnifique, centre-ville, et qu'avec la mairie, on est arrivé à l'accord qu'il y a 2 étages de château qui nous sont donnés pour programmer. Et en fait, avec cette complicité qui est magnifique depuis des années, c'est à Tours où on a présenté, par exemple, les travaux inédits de Bibiane Meyer. C'était la première fois en France que s'était présenté le travail de cette femme, et c'était à Tours, pas à Paris. Et ce que j'essaye avec mes équipes de faire, c'est de présenter des expositions, bien sûr, à Tours, qui ne sont jamais venues à Paris et vice-versa. À Tours, on a 2 créneaux d'exposition, 2 expositions par an, qui durent 4-5 mois chacune, et qui sont produites ici, avec la complicité de la mairie de Tours, et ils sont installés là, avec des catalogues, exactement pareil. Pour nous, Tours, c'est notre 4e salle, mais qui est à 1 heure de Paris, en train. En TGV. Alors, j'imagine qu'avec toutes ces expositions, on évoquait tout à l'heure les catalogues, il y a aussi de la presse, c'est plutôt souhaitable. De la critique d'art, du journalisme, des publications en ligne, papier, en télé. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous êtes extrêmement à l'écoute de tout ce qui se dit en relation à ce que vous faites, ou est-ce que vous avez un peu de distance qui peut aider parfois à mieux entendre? En fait, la presse ici en France a été toujours, presque toujours, très positive avec les projets de Jeu Paume. Bien sûr, il y a des moments où, même, c'est assez étonnant, moi parfois je connais déjà les fragilités d'une exposition. Et quand je le vois à la presse, j'ai dit, bah tiens, j'avais raison. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait... Vous pourriez presque les aider. Oui. Non. C'est parce que parfois, presque tout est intuitif.
Mais c'est bien de se... Parfois, on ne s'écoute pas à soi-même. Et c'est vrai que parfois, j'essaye de ne pas m'écouter et il y a quelqu'un dans la presse avec beaucoup plus de distance que moi, bien évidemment, qui fait résonance à mes pensées. Mais en même temps, moi, je trouve que la distance critique, c'est essentiel. À ce moment, il faut flotter un peu. Parce qu'on ne peut pas nier tout ce qui se dit, parce qu'en fait, finalement, on devient comme un sort derrière sa barrière et ce n'est pas bon. Mais en même temps, il ne faut pas suivre, être un follower de tel ou tel ou tel, parce qu'on perd le nord. Et moi, je suis quelqu'un d'assez carré, je pense que le nord, il faut toujours l'avoir juste en face, mais en regardant l'est et l'ouest. Et si on peut regarder le sud, mais moi je suis du sud déjà. Tu vois, je suis la personne du sud qui arrive un peu vers le nord. Et il y a une tradition dans ces échanges, avant de vous remercier, c'est de poser une question qu'on qualifie de secrète et qui est d'une grande banalité. Là, vous pouvez regarder les caméras et vous adresser directement au public, public qu'on espère le plus large, qu'on sait le plus large possible. Si vous aviez, vous, un conseil, un seul conseil à donner, que ce soit à un public, là j'utilise la personne, que ce soit à un artiste, dans vos échanges, à un collectionneur, un galeriste, etc., ou peut-être même à un curateur, curatrice, émergente, quel conseil vous donneriez, ou quelqu'un qui arrive dans une institution comme celle-là, quel conseil vous donneriez? Ah, c'est une question piège. Non. Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée quand j'ai entendu parler à cette psychanalyste française, Julia Kristeva, qui dit la meilleure façon de passer dans la vie, c'est savoir exilier. Et moi, par exemple, je suis exiliée. Je trouve que cette position d'appartenir, mais être un peu en distance, c'est en distance critique, de ne pas trop se mélanger, mais essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, cette curiosité pour aller au-delà de ce qu'on sait, mais aussi cette recul pour se protéger, je pense que c'est très bien. Je pense que ce moment-là de flottement entre appartenir à un espace, ou un lieu, ou une idée, ou une tendance, et cette idée de dire, non, j'essaie d'avoir mes propres idées, de savoir où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, etc. Et ce flottement, pour moi, c'est très important. Ça m'a beaucoup aidé ici en France. Voilà. C'est pour ça que j'ai encore cet accent. Eh bien, Martha Gilly, un grand merci à vous. Merci à vous.